Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour le deuxième jour du séminaire de 3 jours. Séminaire 3 jours pour redevenir un médecin épanoui. Est-ce que ce programme vous a donné envie d'aller jusqu'au bout? Est-ce que ce programme vous a motivé depuis hier soir? Je l'espère. J'aimerais d'ailleurs commencer par une question. Est-ce que depuis hier soir, quelque chose a déjà changé? Est-ce que vous sentez que vous avez fait un tout petit pas peut-être depuis hier? Ou alors un grand? Et là, waouh, bravo! Hier, nous avons abordé un élément essentiel, le stress. Le stress, c'est pas le problème. Et surtout, vous n'êtes pas le problème dans le mal-être que vous pouvez ressentir actuellement. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin parce que ce qui vous épuise le plus, ce qui vous mène petit à petit vers le burn-out sans que vous vous en rendiez compte, ce sont des pièges invisibles, des mécanismes invisibles. Et il y a vraiment de grandes chances pour que ce soir, vous vous reconnaissiez dans tous ces mécanismes. Avant d'aller plus loin, je vais insister sur un point. Le développement personnel, ce que j'aime pas trop appeler cette évolution par ce nom. J'aime ce mot d'évolution personnelle, d'épanouissement. C'est bien pour ça que j'ai appelé ce programme Médecin épanoui. Mais en tous les cas, évolution ou développement personnel. Tout ça, ça n'est pas tout ce que vous savez. C'est pas tout ce que vous entendez. C'est pas tout ce que vous avez lu. C'est pas tous les séminaires auxquels vous pouvez assister. La vraie évolution personnelle, c'est ce que vous faites. C'est votre mise en action chaque jour. Alors, depuis hier soir, hier soir 21 h, fin du premier séminaire, du premier webinaire, pardon, est-ce que vous avez fait quelque chose de différent? Est-ce que vous avez déjà changé, ne serait-ce que votre heure de coucher? Est-ce que vous avez amélioré un élément pour votre sommeil? Avez-vous pratiqué la respiration 4-8 que nous avons vue hier? Avez-vous pris quelques pauses conscientes dans votre journée? Avez-vous fait des instants de pleine conscience? Oui ou non? Répondez dans le chat, s'il vous plaît. Je lirai vos questions, vos réponses. N'hésitez pas à partager et à intervenir. C'est vrai que je suis rentrée un petit peu vite dans le sujet, mais honnêtement, est-ce que vous avez fait quelque chose de différent entre hier et aujourd'hui? Parce que vous avez beau suivre ce séminaire, comment redevenir un médecin épanoui en 3 jours? 3 jours, c'est ambitieux. Notre programme, il est chargé. Mais aussi chargé, aussi riche d'enseignements soit-il, si vous ne vous mettez pas en action, il ne va rien se passer. Vous êtes d'accord? Alors honnêtement, qui parmi vous a changé quelque chose depuis hier? Ok. Alors l'idée, c'est pas de vous culpabiliser, ni pour ça si vous ne vous êtes pas encore mis en action, mais ça je vous le répéterai de toute façon. Ce que vous vivez, c'est pas lié à un manque de compétences, c'est pas lié à un manque de connaissances. Le mal-être que vous pouvez ressentir, le manque de capacité de récupération, c'est pas une faiblesse par rapport à ce système. L'état qui vous a fait vous inscrire à ce séminaire, ce manque d'épanouissement peut-être qui fait que vous êtes là, c'est lié à une manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner, eh bien, remercions-la tout d'abord, parce qu'elle vous a aidé jusqu'à présent à devenir le médecin que vous êtes aujourd'hui. Le problème, c'est que cette manière-là, elle ne peut plus continuer. Elle ne peut plus fonctionner parce qu'elle vous épuise. Elle vous épuise sournoisement et elle vous mène
petit à petit, doucement mais sûrement, vers l'épuisement, vers le burn-out, vers le ras-le-bol d'être médecin. Alors, est-ce qu'on est bien d'accord ce soir sur le fait que vous n'avez pas envie de changer de vie? Vous n'avez pas envie d'arrêter? Si vous êtes d'accord, nous allons continuer. Pour continuer, eh bien, pour les personnes qui ne me connaissent pas beaucoup, eh bien, je vais me présenter rapidement. Je suis Karine Genet. Je suis pas médecin, je suis coach pour les médecins. Je vous accompagne avec des techniques, diverses et variées qui sont, pour la plupart, validées, tamponnées, certifiées, efficaces. Cela fait quand même maintenant près de 27 ans que je travaille avec des médecins et 5 ans que je ne fais que ça, que d'accompagner quasi exclusivement des médecins. On dira à 95%, j'accompagne des médecins comme vous, des médecins qui sont brillants, qui sont animés de cette vocation, qui sont passionnés par le soin, qui aiment leurs patients. Ça, c'est un point que vous avez tous en commun. Vous aimez vos patients, vous aimez principalement les aider. Vous voyez, le mot qui revient le plus souvent et qui me fait sourire, c'est que, je ne sais pas si ça vous, ça va vous parler vous aussi, mais c'est pas forcément le mot soigner qui vous vient en premier. Est-ce que pour vous c'est la même chose? Ce mot aider, aider son prochain. Alors, quand les médecins viennent à moi, qu'est-ce qui se passe? Ils sont, je dirais, éteints. Éteints et tristes d'être éteints, en fait, parce que vous n'avez pas, ils n'ont pas fait médecine pour vivre cette vie-là. Mon travail, ça ne consiste pas à vous apprendre à être médecin. C'est pas mon job. Ma mission à moi, c'est de vous aider à vous sentir bien dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pour que vous puissiez soigner, pour que vous puissiez offrir à ce monde ce pourquoi vous êtes fait. Donc mon travail, c'est de vous aider à enlever tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Quand je vous dis aussi vie professionnelle, vie personnelle, eh bien, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je l'ai déjà dit hier, en effet, mais je reviens dessus parce que c'est essentiel à comprendre. C'est que, de mon point de vue, on ne peut pas aller parfaitement bien dans un pan de sa vie et parfaitement mal d'un autre. Donc, votre vie personnelle et votre vie professionnelle, si vous vous en occupez, vont monter, on va dire, vont aller mieux de jour en jour de manière conjointe. Euh, voilà, pour moi, c'est pas possible autrement. Alors voilà, pour vous accompagner au mieux, eh bien, je me suis beaucoup formée et je m'appuie sur des techniques comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnose, la psychologie, les neurosciences, le MDR, et puis sur toute mon expérience à ce jour dans l'accompagnement des médecins. Ma méthode de travail, je lui ai donné un nom. Un nom, 3 lettres. AYA, la méthode AIA. Le premier A pour alignement. Alignement, s'aligner à soi, être cohérent avec soi-même. Pour le Y de rayonnement. Le rayonnement, c'est pouvoir s'exprimer, s'expanser, s'épanouir. Et le A de amour. Si vous vous alignez à vous-même, vous pouvez rayonner et diffuser de l'amour. Voilà ma méthode. Alors, comme vous l'avez compris, comme vous le sentez, comme vous le voyez peut-être, moi je suis animée par cette mission. Cette mission qui consiste à vous aider, à vous accomplir. Je suis pleinement engagée avec vous et pour vous. Alors, ceci étant dit, allons-y. Aujourd'hui, notre programme. Je vérifie l'enregistrement, tout est bon. Parfait. Notre programme du jour,
Les trois pièges. Trois pièges invisibles des médecins consciencieux qui font que vous vous épuisez sans vous en rendre compte. Trois pièges. Alors, le premier, pourquoi je dis que les pièges concernent les médecins les plus consciencieux? Pourquoi les meilleurs médecins sont les plus à risque? Si je vous dis que vous êtes les piliers, vous êtes des piliers invisibles. Vous savez, dans un édifice, ce ne sont pas les éléments visibles qui portent la structure, ce sont les piliers, les murs porteurs, si vous voulez. Ces murs porteurs, on ne les remarque jamais, sauf quand ils commencent à se fissurer. Dans le système de santé, eh bien, ces piliers, ce sont les médecins les plus consciencieux, ceux qui sont concernés, qui sont engagés. Alors, on pourrait s'appuyer sur une phrase du philosophe Aristote. Aristote disait, la vertu est un juste milieu. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une chose qu'il n'avait pas anticipé, Aristote. C'est ce qui se passe quand le système pousse la vertu à l'excès, quand la vertu devient un piège. Chez les médecins, chez vous, la conscience professionnelle devient parfois une forme d'excès invisible. Pas un excès de faiblesse, au contraire, un excès de responsabilité. Imaginez un système d'alarme qui s'éteindrait jamais, même quand il n'y a pas de danger imminent. Sur le plan neuroscientifique, c'est exactement ce qui se produit. Des circuits de vigilance qui sont liés notamment à l'amygdale, au réseau attentionnel, ils restent activés de manière chronique. Autrement dit, votre cerveau fonctionne comme si chaque situation était critique, même quand elle ne l'est pas. Alors je vais vous donner deux chiffres. Le premier chiffre vient d'une méta-analyse majeure qui a été publiée dans le JAMA en 2018. Cette méta-analyse a été réalisée, menée par Lisa Rothenstein et ses collègues. Elle porte sur plus de 100 000 médecins dans 45 pays. Résultat, le taux de burn-out peut atteindre 80,5% selon les études chez les médecins. 80,5% de burn-out chez les médecins dans certains pays. J'espère que ça vous fait froid dans le dos. J'espère que vous n'avez pas envie de faire partie de ces 80%. Est-ce que ce chiffre parle pour vous? Est-ce que si vous réfléchissez aux médecins que vous côtoyez, vos collègues de travail, est-ce que vous les voyez dans les 80%? Vous vous rendez compte, ça signifie que dans certains contextes, jusqu'à 4 médecins sur 5 présentent des signes d'épuisement. Alors, il y a un autre chiffre qu'on va mettre en corrélation. Celui-là, il peut déranger aussi. C'est une étude récente de 2023, une étude récente en analyse comportementale des écrits médicaux. Elle a été menée par Ziad Obermeyer et ses équipes. Qu'est-ce qu'elle a montré? La fatigue de médecin est associée à une baisse de 18% de la pertinence diagnostique sur certains tests critiques. 18%. Une baisse de presque 20% de la pertinence diagnostique. Aïe! Près de un diagnostic sur 5. Autrement dit, voyez, l'épuisement, c'est pas qu'une question de souffrance individuelle. Ça altère directement la qualité du soin. Alors, c'est vrai qu'officiellement, vous avez prêté serment, vous avez prêté le serment d'Hippocrate. Mais dans la réalité, peut-être que vous aussi, vous vivez selon un autre serment, un serment implicite, un serment invisible, qui consiste à
Être disponible, toujours, ne pas faillir et passer après les autres. Je continue avec quelques citations. Si on veut une référence philosophique un peu plus contemporaine que Aristote, Nietzsche. Nietzsche a écrit Celui qui combat des monstres, vous connaissez peut-être cette citation, doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Dans le soin, le monstre, c'est pas le patient, c'est l'exigence infinie. Et parfois, à force de lutter, pardon, contre la souffrance des autres, les médecins finissent par s'oublier eux-mêmes. Alors, c'est un paradoxe. Tout ce qui fait de vous un excellent médecin, c'est exactement ce qui vous épuise, ce qui vous amène à ne plus aimer votre métier. Si je vous dis que chaque médecin qui est venu vers moi pour un accompagnement m'a dit, à la première ou à la deuxième séance, en fait, j'ai plus envie d'être médecin. J'aimerais quitter ce métier. Je ne l'aime plus. Ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Et moi, ça me fait mal au cœur. Voyez, de vous voir comme ça. Donc, on va chercher ces pièges. Ces pièges invisibles, on va les faire sauter. On va les enlever. Je vous ai parlé de trois pièges invisibles. Le premier, il est riche, hein. Le premier, il consiste à tout porter. On va s'expliquer. Tout porter avec un mix. Vous connaissez sans doute le syndrome du sauveur et le syndrome de l'imposteur. Vous mixez le tout et c'est le premier piège. Ça, c'est un piège qui est insidieux, qui est valorisé par le système, mais profondément épuisant. Tout porter. Tout porter pour qui? Pour vos patients, pour vos collègues. Porter aussi les dysfonctionnements du système. Et puis, bien évidemment, porter les membres de votre famille, votre conjoint, vos enfants peut-être. Porter ce qui vous appartient et porter tout ce qui ne vous appartient pas. Alors, il y a cette double mécanique qui se met en route à l'intérieur, hein, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans. Le syndrome du sauveur. Est-ce que vous connaissez? On peut le définir de manière simple et rigoureuse en disant que le syndrome du sauveur, c'est une tendance psychologique à se sentir responsable du bien-être, des émotions ou des problèmes des autres, au point de vouloir sauver l'autre. Sauver, intervenir, aider, réparer de façon quasi systématique, y compris lorsque ça dépasse votre rôle ou même vos capacités. Est-ce que ça vous parle? Ce syndrome du sauveur, souvent, il n'arrive pas quand vous devenez médecin. Il débute dès votre enfance. Rappelez-vous, peut-être que dès que vous étiez enfant, vous aviez le réflexe, voilà, le réflexe instantané d'aller aider toute personne autour de vous qui avait besoin, qui ne se sentait pas bien. Est-ce que vous vous reconnaissez? Comme un instinct. Alors ce syndrome du sauveur, il repose sur trois mécanismes. La surresponsabilisation. Peut-être que vous croyez que vous devez empêcher l'autre de souffrir à tout prix. La surresponsabilisation. Peut-être que votre valeur personnelle est conditionnée à être utile. Vous ne vous sentez légitime que en aidant un autre. Oui ou non? Le troisième mécanisme, c'est une difficulté à poser des limites. C'est aussi, on pourrait dire, confondre l'engagement et le sacrifice. En pratique, ça conduit à faire à la place d'eux ou alors au-delà d'eux. Ça conduit à s'épuiser progressivement
et à entretenir parfois, peut-être malgré vous, la dépendance de l'autre. Il y a toujours des bénéfices secondaires. Alors, peut-être qu'on pourrait reformuler ce syndrome du sauveur. Ça veut dire qu'être médecin, pour vous, c'est pas seulement soigner, c'est se sentir responsable de sauver. C'est un glissement. C'est un glissement subtil, mais majeur pour vous, qui ouvre directement la porte de l'épuisement. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui faisait votre qualité, tout ce qui fait, tous les éléments qui font votre qualité, se retournent à un moment donné contre vous, à votre insu. Alors, si on rajoute à ce mix le syndrome de l'imposteur, est-ce que vous connaissez ce syndrome de l'imposteur? Ça, c'est une distorsion cognitive qui conduit une personne compétente et légitime, comme vous, à douter de sa valeur, à minimiser ses réussites et parfois même à attribuer ses succès à des facteurs externes comme la chance, oh là là, le contexte m'a été vraiment favorable, ou alors à un travail excessif. Imposteur, pourquoi? Parce que vous craignez d'être démasqué. Pourquoi vous seriez démasqué? Là aussi, il y a trois mécanismes principaux. Une dévalorisation interne persistante, malgré tout ce que vous faites, malgré des preuves objectives de votre compétence, de votre expertise, de votre expérience à ce jour. Est-ce que vous vous surprenez régulièrement à dire oh là là, mais c'est pas vrai, j'aurais dû savoir, je suis pas aussi bon, je suis pas aussi bonne que je le voudrais, je n'en fais pas assez. Des valorisations internes persistantes. Vous ajoutez à ça une attribution des réussites à des phénomènes extérieurs. Ah, c'est pas vraiment grâce à moi. Et vous ajoutez la peur d'être découvert comme illégitime, pas suffisamment compétent. Ça peut venir d'un patient. Vous pouvez avoir peur que votre patient découvre que finalement vous n'êtes pas le médecin aussi bon que ce qu'il a en tête. Est-ce que ça vous parle? Tous ces éléments-là construisent le syndrome de l'imposteur. Alors dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Ça implique un besoin constant d'en faire plus pour se sentir à la hauteur. Une difficulté à intégrer vos succès. Une pression intérieure continue, souvent invisible pour l'entourage. Alors, ce syndrome de l'imposteur, on peut le reformuler. Même lorsque tout vous prouve que vous êtes légitime, une partie de vous continue de penser que ce n'est pas suffisant. Oui ou non? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce syndrome? Écrivez dans le chat. Voyez ça, tous ces éléments, ça crée une tension silencieuse, plus ou moins silencieuse, qui alimente le surinvestissement et à terme l'épuisement. Ces deux forces-là, combinées, ça crée une tension intérieure constante, un stress permanent. Vous vous rappelez hier, nous avons parlé du stress. Nous avons parlé de votre niveau, de votre seuil de base en termes de stress. Et puis nous avons parlé de votre seuil personnel de tolérance au stress. Alors là, si vous mettez le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur, ensemble, imaginez ce que ça fait à long terme. Ça monte votre niveau de stress, votre niveau de base de stress n'est plus jamais à zéro, et votre seuil de tolérance s'abaisse. Votre marge de vie, comme je disais hier, est réduite. Qu'allez-vous faire de ça? Comment pouvez-vous vivre bien? Comment pouvez-vous espérer vous épanouir avec ces éléments-là? Pas possible.
Voyez, si on s'appuie sur les TCC, ces thérapies cognitivo-comportementales, elles ont montré que les professionnels de santé développent très fréquemment ces deux symptômes, ces deux syndromes. Je les ai appelés symptômes. Pour moi, ce sont des symptômes. Et tout ça, ça engendre une hyper-responsabilité cognitive, une croyance profonde, ancrée, inconsciente, mais qui s'active régulièrement, voire quotidiennement. Une croyance qui dit, par exemple, si quelque chose ne va pas, c'est à moi de compenser. Ajoutez à ça un perfectionnisme dit adaptatif au départ. C'est celui qui vous a permis de réussir vos études. Le perfectionnisme, la rigueur, votre engagement, votre fiabilité. Ce perfectionnisme qui vous a aidé, qui était bénéfique, est devenu peut-être dysfonctionnel s'il s'est associé à une incapacité à déléguer, une intolérance à l'erreur, une exigence interne permanente, sans seuil de satisfaction. Arrêtons-nous deux instants. Est-ce que vous avez un seuil de satisfaction professionnel? Essayez de repenser à un moment récent où vous vous êtes senti satisfait, pleinement satisfait, on va dire, et comme avec un sentiment de paix intérieure lié à quelque chose que vous avez fait pour un patient, par exemple, ou pour un collègue. Est-ce que vous en avez trouvé un? Notez dans le chat, partagez. Partagez-moi aussi après, même pour les personnes qui vont regarder ce webinaire en replay. Partagez-moi. Revenez vers moi, faites-moi des commentaires. C'est intéressant. Vous voyez, je pourrais citer aussi une autre étude qui a été publiée par Thomas Curran de la London School of Economics en 2019. Il a montré que le perfectionnisme a augmenté de manière significative chez les professions à haute responsabilité ces dernières années, avec une augmentation de plus de 30% des exigences auto-imposées en une génération. Vous vous rendez compte? Donc pour vous, ça prend cette forme spécifique qui consiste à ne jamais vous autoriser à en faire suffisamment. Alors, imaginez que vous soyez dans une barque. Au départ, vous êtes tout seul, vous avez vos propres responsabilités. Vous ramez pour avancer, c'est légitime. Puis, vous laissez monter vos patients et symboliquement leurs attentes. Vous laissez monter vos collègues et leurs tensions. Vous laissez monter les contraintes administratives. Vous laissez monter les manques du système de santé. Et progressivement, mais sans même vous en être rendu compte, vous avez continué à ramer pour tout le monde. Et le problème, c'est pas votre capacité à ramer. Le problème, c'est que vous êtes seul à ramer dans cette barque surchargée. À un moment donné, qu'est-ce que ça donne? C'est plus une question de compétence, de capacité, c'est une question de physiologie. Votre système nerveux s'épuise. En l'occurrence, dans la barque, vos muscles s'épuisent. Donc en réalité, euh, on pourrait dire ça. C'est pas votre exigence qui vous épuise, c'est l'impossibilité de vous en libérer. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mots? Est-ce que ça vous donne envie de sortir de ce système? Parce que concrètement, si vous ne lâchez jamais, si vous en faites toujours plus que ce qui est attendu, si vous avez du mal à dire non,
Et surtout, vous voyez, si vous ne ressentez pas une satisfaction durable, eh bien, même après une journée extrêmement efficace, intense, après avoir beaucoup donné, il peut rester, j'aurais pu mieux faire. Alors, ok, j'espère que vous avez compris les mécanismes. Et j'insiste sur ce point, ce n'est pas de votre faute, tout ça. C'est le système qui vous a amené à ce point-là. La clé, la clé pour sortir de ce fonctionnement, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être contre-intuitif, parce que ça consistera pas à faire moins, ça consiste à faire mieux, à être parfait. Je m'amuse toute seule parce que j'adore ce mot. J'adore le jeu de mots qu'on peut faire avec ce mot parfait. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de le prononcer doucement? Parfait. J'aime dire que vous êtes parfait quand votre part est faite. Donc, pour être parfait, il n'y a pas besoin d'être parfait. Il y a besoin d'avoir fait sa part. Point. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'à partir de demain, vous allez, euh, vous allez dire, j'ai fait ma part, je suis parfait, je lâche. Ça suffit pour aujourd'hui. Si on va un tout petit peu plus loin avec le fait de faire sa part, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous allez vous arrêter à faire votre part que vous n'allez pas être parfait. Je m'explique. Quand vous faites ce qui vous revient à vous et que vous laissez l'autre, on va mettre un A majuscule, l'autre qui peut être votre patient, qui peut être un collègue, qui peut être une équipe soignante, qui peut être le système de santé. Quand vous faites votre part à vous et que vous laissez la part de l'autre à l'autre, il peut la faire. Parce que très souvent, on se rend compte que quand on fait plus que notre part, on enlève aussi à l'autre la possibilité de faire sa part. Et c'est là où en fait il y a un problème de justesse. Je vous propose de réfléchir à ça dès maintenant, dès ce soir, dès demain. En quoi consiste ma part? En tout sujet, que ce soit pour faire la cuisine ou pour prescrire une ordonnance ou pour prescrire ou pour faire des examens, etc. Vous voyez, on peut prendre un exemple peut-être personnel. Peut-être que vous avez un enfant petit. Bah, imaginez que votre enfant soit capable de manger seul avec sa cuillère, mais que vous avez l'habitude de le nourrir vous-même à la cuillère. Bah, vous allez continuer à, parce que vous y prenez du plaisir aussi, peut-être à l'aider à manger. Sauf que en continuant à le nourrir à la cuillère, vous l'empêchez de développer sa motricité, de développer sa synchronisation, de développer son cerveau et de développer ses capacités propres. Et ce n'est pas parce que une fois vous allez arrêter de lui donner à manger à la cuillère que tout va être parfait, mais il sera peut-être parfait justement qu'il n'y arrive pas tout d'un coup, pour qu'il puisse apprendre et développer sa motricité fine. Faire sa part, c'est être parfait. Retenez ça, retenez ça. Osez, osez faire uniquement votre part à vous. Osez, et vous allez voir ce que ça va changer dans votre vie. Alors on peut s'arrêter un instant et vous poser cette question. À quel moment, par exemple aujourd'hui, à quel moment avez-vous fait plus que votre part? C'est pas si évident hein, à identifier. Prenez ces quelques instants.
À quel moment aujourd'hui avez-vous fait plus que ce qui était votre part? Vous pouvez partager dans le chat. Ok. Allez, passons au piège numéro 2. Piège numéro 2, ne jamais s'écouter ni se respecter. En d'autres termes, ne jamais s'aimer. Aïe. Ce piège-là, il est encore plus silencieux, plus discret, mais tout aussi délétère à long terme. Ne jamais s'écouter. Voyez ce qui se joue réellement. C'est dans votre quotidien. Et ça prend des formes très concrètes. Vous sautez des repas, oui ou non? Vous repoussez des pauses. Voyez, ce matin, je parlais avec une de mes clientes. Et elle me disait que dans son service de radiologie entier, il n'y avait qu'elle qui prenait systématiquement un temps de pause le midi pour déjeuner et pour faire quelques pauses dans ses demi-journées de consultation. La seule personne dans un service où il y a à peu près 10 médecins. Comment ça se présente aussi? Vous terminez vos journées complètement épuisés, sans avoir pris un seul moment pour vous. Vous ressentez des tensions, de la fatigue, parfois même physiquement, des douleurs que vous ignorez. Et surtout, vous vous faites passer après tout le reste, après tout le monde, toujours, comme si vous n'étiez jamais prioritaire dans votre vie. Alors, attention parce que, vous voyez, si on va chercher du côté des neurosciences, bah, votre corps, c'est pas simplement un outil au service de votre mission, c'est un système de régulation extrêmement fin. Et lorsque vous ignorez vos besoins physiologiques, nous avons parlé de sommeil hier, mais il y a aussi l'alimentation, pardon, la récupération, etc. Bah, vous activez de manière chronique votre système de stress. Votre cortisol reste élevé. Votre système nerveux sympathique est sursollicité et votre capacité de récupération diminue. Alors là aussi, j'ai un chiffre. Une étude menée par Matthew Walker de l'Université de Californie en 2017 a montré qu'une seule nuit de sommeil réduite, à moins de 6 heures, entraîne une diminution de jusqu'à 30% de la capacité de régulation émotionnelle via l'amygdale. Autrement dit, moins vous vous écoutez, et bien moins vous êtes physiologiquement en capacité de rester ajusté, calme et lucide, maître de vos émotions. Et c'est un cercle vicieux. Les émotions, il faut en parler, parce qu'il n'y a pas que le corps. Dans votre métier de médecin, vous avez appris à ne pas montrer vos émotions, les contenir, les maîtriser, les mettre à distance. Et je dis pas que c'est négatif entièrement. C'est une question de juste mesure, juste milieu, toujours. Parce que en partie, c'est nécessaire. Mais à force de mettre ses émotions sous le tapis, eh bien, le tapis se soulève. Et à un moment donné, eh bien, ça explose. Parce que vos émotions, elles ne disparaissent pas parce qu'on ne les voit plus. Elles s'accumulent, elles sont mises sous ce tapis, peut-être même depuis l'enfance. Imaginez, imaginez le package, la pelote de laine, j'aime appeler ça comme ça, la pelote de laine de vos émotions non gérées qui est en vous à l'intérieur. J'aime appeler ça une pelote de laine parce que quand on commence à tirer ce fil, on découvre tellement de choses sur soi.
Des choses qui font plaisir, des choses qui font moins plaisir, des choses douloureuses, des choses agréables. Mais en tous les cas, quand on tire ce fil, c'est une aventure passionnante qui commence. Une recherche, une reconnexion à soi. Alors, vous voyez, il y a le corps, il y a les émotions. Ne pas s'écouter. Quelle erreur! Quelle erreur! Et là aussi, comme tout à l'heure, je vais vous dire, c'est pas de votre faute. Le système, votre apprentissage, votre éducation, tout vous a poussé dans ce sens. Mais alors, voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas une batterie. Vous n'êtes pas une batterie qui va se charger toute seule. Parce que chaque décision, chaque interaction, ça consomme de l'énergie. Si vous ne rechargez pas cette batterie, vous pouvez continuer à fonctionner un temps, mais pas indéfiniment. Et puis en plus, vous n'êtes pas cette batterie. Parce que sinon, vous fonctionneriez en mode dégradé. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a un autre piège dans le piège. C'est-à-dire que ce qui rend ce mécanisme si puissant, c'est qu'il est souvent valorisé. Parce que vous êtes perçu comme quelqu'un de fiable, d'engagé, de dévoué. Et vous avez enregistré, intégré en vous, parfois depuis tellement longtemps, que prendre soin de vous, ça n'est pas prioritaire. L'autre est toujours prioritaire. Vous pouvez même penser que c'est pas légitime. Je, je suis médecin, donc mon rôle, c'est de tenir mon poste, c'est de tenir mon cap. J'ai appris, et depuis mes études, ça a toujours été comme ça. Mes chefs m'ont toujours montré cet exemple-là. Comme je suis quelqu'un de fort, je dois tenir. Ça, c'est un danger pour vous. C'est un danger si vous voulez exercer plus longtemps, continuer à exercer. Retenez cette phrase. Vous ne pourrez pas donner durablement ce que vous ne vous accordez pas à vous-même. Voyez, quand on revient sur notre citation de Aristote, la vertu est un juste milieu. Parce que vous vivez là, c'est pas un excès d'engagement, c'est une perte de justesse. Le juste milieu. Alors, concrètement, j'ai envie de vous donner un outil. Un outil qui va peut-être vous aider à ne plus vous épuiser. Dans la vie, moi, je trouve que tout est une question d'équilibre. D'équilibre, par exemple, entre ce que vous donnez, ce que vous prenez, voilà, ce que vous recevez, ce que vous donnez. Pensez à cette balance. C'est comme la balance bénéfice-risque. OK. Si vous vous levez le matin et que vous êtes fatigué, admettons que nous créions une échelle d'évaluation de votre niveau d'énergie. 0 à 10. OK. 0, vous êtes mort. 10, vous êtes en pleine forme. Entre 0 et 10, chaque matin, je vous encourage à évaluer votre niveau d'énergie disponible. J'ai bien dormi, peut-être je sors de vacances, euh, hop, mon niveau d'énergie est à 10, je suis en pleine forme, je vais donner le meilleur de moi-même au maximum. OK. Là, c'est OK. Vous êtes à 10, vous donnez le meilleur. Tout en gardant, ça je vous le conseille, quelques points d'énergie pour le soir quand vous rentrez chez vous. Parce qu'il y a une vie après. Il y a une vie après le soin. Il y a une vie après votre cabinet, après l'hôpital. Et donc, en toute logique, quand le matin vous vous réveillez et que vous avez moins bien dormi, que vous commencez votre journée avec 6 ou 7 en termes d'énergie disponible, eh bien imaginez que vous donniez 6 ou 7 points à votre métier et que vous rentriez chez vous. Allez, on va pas dire 7, mais à 1. 0, vous êtes mort. Donc nous sommes morts, nous avons besoin d'énergie pour vivre. Donc si vous tombez à 1 quand vous rentrez chez vous et que vous n'êtes plus bon à rien, que vous ne pouvez que aller dormir, est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est ce que vous voulez?
Ah non, on est là pour redevenir un médecin épanoui. Alors dès demain, estimez chaque matin votre niveau d'énergie disponible et gérez votre énergie. Trouvez, cherchez, devenez des Sherlock Holmes des solutions pour moins dépenser d'énergie dans votre journée et pour rentrer chez vous, même si vous vous êtes levé avec 6 ou 7 de points d'énergie le matin, pour rentrer chez vous avec 3 minimum. Allez, je vous lance ce défi. Demain soir, pour le troisième jour de ce webinaire, j'aimerais vous retrouver avec au moins 3 d'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Écrivez oui dans le chat. Allez, le troisième piège. Troisième piège consiste à regarder votre identité. Ça, c'est un piège qui est encore plus profond que les autres, plus existentiel. Ce piège-là, il ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes devenu. Ce piège, c'est celui de vous définir uniquement par votre rôle de médecin. Qu'est-ce qui se joue réellement là-dedans? Au départ, c'est une fierté. Et heureusement, et bravo. Bravo pour cela. Bravo d'avoir réussi vos études. Bravo d'être allé jusque-là et d'être médecin. Soyez-en fiers. Vous avez choisi une profession qui est exigeante, qui est noble, qui est profondément utile. Vous avez construit une identité forte autour de ce rôle. Et ça, c'est parfait. Et progressivement, quelque chose s'est produit. Dans votre famille, vous êtes aussi le médecin, n'est-ce pas? Avec vos amis, vous êtes aussi le médecin. Lors de vos sorties en société, vous êtes le médecin. Dans les moments informels, vous restez le médecin. Et à force de vivre en tant que médecin, vous cessez peu à peu de vivre en tant qu'homme ou femme libre. En psychologie sociale et en sciences du travail, on parle de fusion identitaire avec le rôle professionnel. Vous avez fusionné avec votre rôle professionnel. Alors, c'est vrai que nous jouons tous des rôles sociaux. Le sociologue Erving Goffman a montré cela, a montré que nous jouons tous des rôles sociaux, comme sur une scène un peu. Mais lorsque le rôle devient unique et omniprésent, il finit par absorber l'identité. Dans le monde du travail, ça se rapproche de ce qu'on appelle les encres de carrière. Chez certains professionnels, l'identité est entièrement structurée autour de leur fonction. Et chez les médecins, c'est facile. Cette fusion, elle est particulièrement forte pour 3 raisons. Parce que c'était une vocation, très souvent. Une vocation initiale, souvent profonde, presque existentielle. Et puis, il y a une reconnaissance sociale. Elle est forte, elle est valorisante. Et puis, il y a une responsabilité vitale. Ça, c'est unique, c'est engageant. Ça engage directement la vie humaine. Alors, ce rôle, il vous apporte beaucoup, et c'est là que c'est un piège. Il vous apporte du sens, de la reconnaissance, une structure identitaire solide, de l'argent. Parlons-en. De l'argent. Il n'y a rien de problématique à ça. Mais le piège, c'est quand ce rôle devient exclusif. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mots? Écrivez dans le chat. Oui, je me reconnais. Ou non, je ne me reconnais pas. C'est possible. Le problème, en fait, c'est quand votre valeur personnelle devient dépendante de votre rôle. Quand votre estime de vous fluctue avec votre performance professionnelle. Parce qu'à ce moment-là, il y a un élément qui se surajoute, une peur.
Quelle peur. La peur de décevoir. Parce que lorsque votre identité repose majoritairement sur votre statut de médecin, décevoir, ça ne devient plus seulement une expérience professionnelle. Comprenez? Ça devient une menace identitaire. Décevoir un patient, ne pas être à la hauteur, faire une erreur, dire non, ça vient toucher directement à qui vous êtes. Et ça active une loyauté extrêmement forte. Je dois être à la hauteur de l'image que j'ai construite. Cette loyauté, elle est extrêmement contraignante. Extrêmement contraignante. Lourde. Lourde à porter, et elle devient comme une prison. Pas si dorée que ça. Imaginez, on peut faire une petite image. Imaginez que vous portez une blouse blanche, votre blouse. Au départ, vous la mettez pour exercer. Et petit à petit, bah, vous l'enlevez plus. Même en dehors de l'hôpital, même en dehors de votre cabinet, même dans votre intimité, même seul. À un moment donné, peut-être qu'il y aura une question étrange qui va vous arriver. Qui suis-je sans cette blouse? Le philosophe Paul Ricoeur, lui, il distinguait deux dimensions de l'identité. L'identité qu'il appelle idem, ce qui est stable, les rôles, les fonctions, et l'identité ips, ce qui est vivant, évolutif, profondément personnel. Lorsque vous vous réduisez à votre rôle, vous surinvestissez l'idem au détriment de l'ips. Et vous perdez progressivement le lien avec vos désirs, vos élans, avec ce qui vous faisait vibrer en dehors de toute fonction. Alors dans le quotidien, là aussi, ça peut se traduire par une difficulté à déconnecter réellement. Peut-être que vous avez perdu le plaisir dans des activités en dehors du travail. Peut-être que vous avez une sensation de vide ou un peu un flou identitaire. Ou une fatigue qui n'est pas seulement physique mais existentielle. Hmm. Alors, revenez à cette phrase. Je suis médecin, mais je ne suis pas que médecin. Alors, en toute logique, ma clé pour vous ce soir, qu'est-ce que c'est? Ça consiste pas à renoncer à votre identité professionnelle, bien évidemment. Ça consiste à l'élargir. Comment? Ben, en vous reconnectant à vous, à vos valeurs profondes, à vos goûts personnels, à vos élans de vie, à tout ce qui vous nourrit, vous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Et ça, il faut vous l'autoriser. Il faut. J'aime pas trop dire il faut en général. Mais là, il faut. Il faut. C'est presque vital pour vous. Réfléchissez à des espaces où vous n'aurez plus de responsabilité peut-être. Où vous n'aurez rien à prouver. Et où vous pourrez simplement être vous. Vous poser. Alors, j'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire simple. Elle est pourtant très représentative de ce que vivent aujourd'hui de nombreux médecins que je connais. C'est l'histoire de Vincent, un médecin que j'accompagne. Un médecin engagé, heureux de faire son métier, brillant, reconnu, apprécié par ses patients. Un médecin comme vous, je pense. Pendant des années, il a tenu.
Il a tout porté. Il était le spécialiste des patients complexes, des journées sans fin, de supporter les collègues en difficulté. Il supportait plutôt bien, sans broncher, les contraintes d'un système qu'il ne maîtrisait plus, comme vous. Mais il compensait, chaque jour, parce qu'il était impliqué. Il ne comptait pas, ni son temps, ni son énergie. Parce au fond de lui, il se disait, bah, si je ne le fais pas, qui va le faire? Si je ne vois pas ce patient, qui va le voir? Alors, progressivement, quelque chose, c'est subtil, hein, quelque chose en lui s'est déplacé. Ça n'a pas fait de bruit, mais il a commencé à moins bien dormir, à ressentir une fatigue qu'il ne repérait plus vraiment. En tous les cas, il ne récupérait plus. Il devenait plus irritable, plus distant. Mais bon, il a continué. Pourquoi? Parce qu'il était consciencieux, engagé, et puis parce qu'il était médecin. Il s'écoutait plus. Ses besoins à lui, ça passait après tout le reste. Ses émotions, sous le tapis. Son corps commençait à envoyer des signaux, mais il les laissait de côté. Pas jusqu'au moment où il n'a plus eu le choix. Il n'a plus eu le choix. AVC. C'est à ce moment-là. Allô, Karine? J'ai besoin de quelqu'un, il faut que je retrouve mes capacités, il faut que je puisse travailler à nouveau. Il n'y a plus le choix à ce moment-là. Mais quand il s'est arrêté, quand il a fait cette pause, excusez-moi, il s'est pas retrouvé seulement fatigué, il était vidé. Vidé de ses repères, vidé de sens. Vous voyez, c'est comme s'il avait tout donné. Il n'y a plus rien, plus rien. Qui suis-je en dehors de mon métier si je ne peux plus exercer? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc, vous voyez, Vincent, il n'avait pas échoué. Il avait simplement été pris au piège dans ces trois pièges invisibles. Il voulait tout porter. Il ne s'écoutait pas. Et il s'est confondu avec son rôle. Alors après, qu'est-ce qui restait? Plus de Vincent. Personne. Alors, ce qui est essentiel, c'est que aujourd'hui, Vincent exerce à nouveau. Aujourd'hui, Vincent a des journées très chargées. Encore. Mais il ne s'est pas reconstruit en faisant moins, mais il fait autrement. Il a appris à faire sa part sans tout porter. Il s'est écouté sans culpabiliser. Et aujourd'hui, il a repris des activités en dehors. Alors, vous voyez, il n'a pas changé de métier, il n'a pas vraiment changé de vie, mais il a changé de vie, profondément. Aujourd'hui, Vincent, c'est quelqu'un qui dit, j'aime ma vie. J'aime ma vie. Il me dit aussi, et pas plus tard que ce matin encore, je ne savais pas, avant, à l'époque, je ne savais pas à quel point ma vie pouvait être meilleure. Je ne savais pas qu'elle pouvait être meilleure sans que j'aie besoin de tout faire exploser. Aujourd'hui, Vincent est quelqu'un d'épanoui dans son poste. Et Vincent est appelé pour transmettre son savoir sur des congrès. C'est une belle histoire. Mais ça, c'est peut-être la vôtre. C'est ça que je souhaite vous transmettre. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être effondré pour transformer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être à bout. Vous pouvez dès maintenant, dès aujourd'hui, retrouver plus de clarté, de la sérénité et cette sensation waouh, j'aime ce mot, je n'aurais pas trouvé d'autre pour expliquer cette ouverture-là, mais cette sensation d'être pleinement aligné à soi-même. C'est pour ça que j'ai créé un programme spécial qui s'appelle Médecin épanoui, tout simplement. C'est un programme sur 3 mois, un accompagnement précis, construit pour vous. C'est pas un programme de plus, c'est pas une injonction supplémentaire, mais c'est un espace structuré, exigeant
profondément humain pour vous aider à sortir concrètement de ces pièges en particulier, pour transformer tous les mécanismes que vous subissez inconsciemment, les transformer en profondeur et retrouver une vie et une manière d'exister et d'exercer qui soit durable, qui soit juste et qui vous fasse vibrer, qui vous fasse vivre. Pendant ces 3 mois, nous allons travailler ensemble, étape par étape, semaine après semaine, avec des outils qui sont issus des TCC, des neurosciences et de votre intelligence intérieure. Nous allons chercher en vous. L'objectif n'est pas de vous faire de vous un médecin parfait, mais de faire un médecin parfait. Vous me suivez? C'est de faire de vous un médecin épanoui, parce qu'il a fait sa part. Un médecin compétent, comme vous l'êtes, un médecin engagé, toujours, mais aussi aligné, serein et libre. Parce qu'au fond, vous voyez, c'est pas votre vocation qui vous épuise. C'est la manière dont vous avez appris, dont on vous a appris à la porter. Tout ça, ça peut se transformer. Alors ce programme, c'est pas seulement un programme, c'est une décision. C'est une décision rare, exigeante, mais profondément libératrice. C'est la décision de ne plus vous abandonner. Vous voyez, pendant ces 2 jours, vous avez vu, peut-être avec lucidité, peut-être que ça a piqué un petit peu, peut-être qu'il y a eu un peu d'inconfort. Vous avez vu ces pièges, vous avez compris peut-être un peu plus, je l'espère en tout cas, ce qu'est le stress, pourquoi c'est pas que le stress, mais que votre réalité a peut-être besoin d'être changée. Si oui, qu'allez-vous décider? Ce programme, c'est pas une parenthèse, c'est un changement de posture que je vais vous amener à vivre. Un changement de posture efficace et durable surtout. 3 mois avec une masterclass par semaine, 12 semaines donc, sur par mois un atelier interactif et des bonus. Vous pourrez, euh, vous pourrez avoir un accompagnement personnalisé avec une option premium, une option avec coaching individuel. Pour pour vous accueillir dans ce programme, je vous propose un échange. Je vous propose de prendre 20 minutes ensemble. On va dire pour faire un entretien diagnostic, un appel découverte. 20 minutes, un temps d'échange en profondeur pour que ça soit un espace de clarté. C'est pas un appel commercial, c'est pas un engagement. C'est un moment pour faire un point avec vous. Un point réel, honnête, précis sur là où vous en êtes aujourd'hui et pour voir si ce programme peut répondre à vos attentes. Mais soyons clairs, moi je suis toute seule, je ne peux pas accompagner tout le monde. Parce que ce travail, il demande de la présence, de l'engagement et une vraie volonté d'évolution. Alors je limite les créneaux. Donc si quelque chose en vous a résonné, si une partie de vous s'est reconnue, si l'envie de devenir ce médecin épanoui s'est réveillée, eh bien ne laissez pas cela se refermer. Cette voix, c'est pas une faiblesse, c'est la partie la plus vivante de vous qui n'attend qu'une chose, que vous la laissiez vivre. Alors, prenez rendez-vous maintenant, pas demain, pas quand vous aurez le temps, maintenant, parce que vous savez, une seule décision parfois suffit à changer une trajectoire entière. Imaginez-vous dans 3 mois, vous ne portez plus tout, vous savez, vous écoutez, vous respectez avec justesse. Vous avez retrouvé ce qu'on appelle la paix intérieure et vous vous sentez bien, aligné, stable et vous êtes à nouveau heureux et épanoui. Alors pour les personnes qui m'écoutent ce soir et jusqu'à demain soir, jeudi 9 au soir à minuit, je vous offre 20% de réduction sur le programme Médecin épanoui. Seulement jusqu'à demain soir. Pour toute personne qui va réserver son appel découverte avec moi
avant demain, minuit, 20%. Alors, je vais terminer par ça. Vous avez choisi d'être médecin, c'est pas par hasard. C'est une vocation. Vous avez cette exigence, et un engagement profond vers l'être humain. C'est noble. Et cette noblesse, ça ne devrait jamais perturber votre équilibre. Ça ne devrait jamais vous coûter la vie. Vous avez le droit d'être un médecin épanoui, d'être un homme ou une femme épanouie. Alors, qu'attendez-vous? Demain, je vous donne rendez-vous, même heure, même lieu, à 20 heures sur Zoom, pour découvrir comment devenir, comment redevenir un médecin épanoui. Sans quitter la médecine, sans tout bouleverser, mais en transformant encore plus en profondeur votre manière d'être. Alors, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre engagement envers vous-même et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Take care.